Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Des territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Une histoire d'Halloween au printemps, ça peut sembler hors saison de prime abord. Mais pour moi, une histoire, quelle que soit la période à laquelle se déroule le récit, ne peut pas se restreindre à être contée à un ensemble de dates. Après tout, ça reste une histoire horrifique. Et même si on ne respecte pas une époque dans l'année propre à des fêtes déterminées, est-ce vraiment important ? Seul doit rester le plaisir de l'écouter et de son plonger en son cœur. L'histoire qui va suivre est ancrée dans un pays pour qui Halloween n'est pas issu de sa culture, à savoir le Japon. Cette fête a malgré tout été adoptée par de nombreux Japonais et Japonaises à cause de son caractère hautement festif et son lien avec les esprits et créatures de toutes sortes. Le Japon étant très croyant dans l'ésotérisme et le spiritisme en particulier, cette fête ne pouvait qu'y être appréciée. Vous allez suivre l'aventure d'un groupe d'amis voulant profiter à fond des festivités d'Halloween en montant à l'intérieur d'un train faisant partie d'un circuit propre à jouir de la fête à temps plein. Mais ce qui devait être un voyage durant toute la nuit, plein de gaieté macabre et de plaisir des yeux, a se transformé en un trajet les menant tout droit vers un cauchemar placé au beau milieu du monde des créatures les plus emblématiques du Japon, les yokai. Un voyage mettant en lumière un terrible secret dont l'un des membres du groupe ignore qu'il en est l'épicentre et qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Le train de Shibuya. Bonjour Arjun, je peux entrer ? Oui, si vous voulez. De toute façon, vous êtes payé pour ça, non ? Pour écouter mes délires. C'est comme ça que vos prédécesseurs appelaient mon histoire. Je ne suis pas un psychiatre, si c'est ce à quoi tu fais allusion. Je ne suis qu'une connaissance de ton père. Il a fait appel à moi car il me fait confiance et ne sait plus quoi faire pour te rendre le sourire. Que vous soyez psy, médecin ou toute autre forme de cette profession, pour moi, c'est du pareil au même. Personne ne me croit à chaque fois que je raconte ce qui s'est passé. Mais moi, je ne suis pas les autres, Arjun, et je n'appartiens pas à une branche de santé. Je suis assistant social. J'aide les gens comme toi. Je les écoute avec attention, je leur prodigue des conseils, sans aucun préjugé sur leur santé mentale, ni leur demander s'ils ont pris de la drogue. Je suppose qu'on a dû faire allusion à ça. Je t'assure que je veux vraiment t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis pas ton ennemi. Ton père s'inquiète beaucoup pour toi. C'est vrai que vous n'avez pas une tenue de psy ou de médecin, et vos paroles m'ont l'air sincères. J'aimerais vous croire quand vous me dites que vous voulez m'aider, mais je ne suis pas encore sûr. Même si tu as encore des doutes sur moi, tu voudrais bien me raconter ce qui est arrivé ? Ton père m'a bien indiqué de manière globale ton aventure, et la peine que tu avais eue pour tes amis, perdus à cause de ça. Raison pour laquelle tu t'enfermes dans ta chambre depuis, refusant de sortir, et acceptant tout juste les plateaux repas que t'apporte ta mère. Mais moi, ce que je veux, c'est ta version à toi. Et ne lésine pas sur les détails. S'il y en a dont tu n'as pas parlé aux autres, par crainte qu'on te prenne pour encore plus fou que leur esprit restreint te l'a fait comprendre, tu peux me les confier sans la moindre crainte. Je garderai ça pour moi, si tu veux. Ce sera notre secret, à nous deux. Vous me jurez que vous ne vous moquerez pas comme les autres ? Que vous ne me direz pas que tout ce que je dis est impossible, que ça ne peut pas exister, et que j'ai tout inventé ? Je te le promets, Arjun. Aucun préjugé, aucun mensonge, aucun jugement. Je ne ferai que t'écouter, sans interrompre ton récit. Je ne sais pas trop pourquoi, mais mon instinct me dit que vous pourriez en effet être enfin une personne de confiance. Encore plus que mes parents. Après tout, une fois de plus ou de moins à raconter ce que j'ai vécu, moi et mes amis. Mais je préviens, si à un moment ou à un autre, je vois dans vos yeux que vous me prenez pour un menteur ou un fou enfermé, j'arrêterai de parler dans la seconde. On a un deal alors. Aucun problème. J'accepte ta proposition et je me conformerai à ta décision si tu juges que je ne suis pas à la hauteur de la confiance que je te demande d'avoir envers moi. Très bien. J'ai envie de vous croire. Vous êtes différent de tous les autres. J'ignore pourquoi. Il y a un truc en vous qui me donne vraiment confiance. Alors, je prends le risque. Je vais tout vous raconter, sans omettre le moindre petit détail de ce qui s'est passé. Merci, Arjun. Je t'assure que tu ne regretteras pas ta décision.
Je l'espère. Bien, je commence alors. C'était il y a 3 mois déjà, le soir d'Halloween. Mes potes Masanori, Hideki, Shiyo et moi, on venait d'assister à la traditionnelle Halloween Pumpkin Parade dans le quartier d'Harajuku. Le petit frère de Shiyo, Shigeo, s'y trouvait. C'était Shiyo qui avait confectionné son costume d'ailleurs. Elle en était très fière. Près de 2 mois d'efforts quand même qu'elle avait passé dessus, juste pour le plaisir de voir son petit frère parader au milieu des autres. Son costume a fait sensation. On voyait les regards admiratifs des badauds quand il est passé. Je ne sais pas où Shiyo a trouvé les matières premières pour le confectionner, mais il était vraiment magnifique. Il était en kitsune, l'un des yokai les plus connus du folklore fantastique japonais. Même moi qui ne suis pas natif du pays, je connaissais déjà ce personnage, car il y a un équivalent en Corée du Sud où je vivais avant avec mes parents et mon grand frère. C'est en partie à cause de ce dernier qu'on est venu s'installer au Japon. Ma mère souffrait de sentir son absence chaque jour dans notre maison, à Suwon. Mon père avait dû barricader la porte de la chambre pour empêcher qu'elle s'y rende et effectue son petit rituel, qui consistait à défaire et refaire son lit plusieurs fois avant de prier pendant plusieurs heures devant la fenêtre où elle avait disposé un petit autel et des bâtons d'encens. Sans parler des repas qu'elle préparait spécialement pour lui chaque jour. Et interdiction totale d'y toucher. Elle les remplaçait chaque jour, jetant à la poubelle le précédent. Non seulement c'était du gâchis, mais ça influait sur le comportement de ma sœur, qui pensait que notre frère était toujours en vie, mais qui ne voulait pas venir manger avec nous. Elle pensait qu'il était fâché avec elle. Chaque fois qu'elle voyait notre mère préparer le repas pour Eunwoo, le prénom de mon frère, ma sœur pleurait, demandant pourquoi il ne venait pas manger avec nous. La situation étant devenue impossible, même après avoir cloisonné la porte de la chambre de mon frère pour empêcher ma mère de s'y rendre, mon père a été obligé de demander à son patron s'il était possible d'être muté dans la succursale de l'entreprise située au Japon. Il lui a expliqué que c'était primordial pour la santé mentale de son épouse et le bien-être du reste de sa famille. Rajoutant que le deuil de son fils, tué par des malfrats en pleine rue et en plein jour, avait déjà marqué durablement notre famille. Voir notre mère sombrer un peu plus dans la folie chaque jour lui était devenu difficile à vivre. Il pensait que changer d'environnement dans un autre pays faciliterait son acceptation de la mort de Eunwoo. Le supérieur de mon père, comprenant la situation, accéda à sa demande. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Tokyo, dans le quartier de Shibuya, où se trouvait le nouveau lieu de travail de mon père, au cœur de la fameuse tour Shibuya Hikaru. En plus de ça, ma sœur a trouvé un emploi de script girl au sein des studios NHK. Ça a pris un peu de temps, mais ma mère a fini par revenir telle qu'on la connaissait. Cet aparté, c'était pour bien faire comprendre mon propre état psychologique, à la suite de ce changement radical d'environnement et de mode de vie. Je ne vais pas vous apprendre que dans certains lycées, le fait d'être coréen n'est pas toujours bien vu dans un établissement scolaire japonais, j'entends. Ce n'est pas vraiment du racisme, plus une forme de méfiance. Ça a toujours été comme ça. Dans de nombreux domaines, il y a comme une sorte de concurrence naturelle entre Japonais et Coréens. Les peuples s'apprécient pourtant. Mais dès qu'un Coréen vient au Japon, il est pratiquement montré du doigt, comme s'il était une bête curieuse. En général, le comportement des étudiants ou des collègues de travail se raréfie avec le temps. Mais avant que ça arrive, ça n'est pas très agréable à vivre de sentir qu'on est considéré quasiment comme un pestiféré. Celui ou celle qui n'a pas sa place ici. Un sentiment qu'on a volé un poste, le travail d'un japonais. Tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement. Mais au lycée où j'ai été affecté, c'était le sentiment que j'avais. Les autres m'évitaient. Et les seuls à ne pas m'avoir perçu comme quelqu'un qu'il ne fallait pas approcher, c'étaient les 3 amis que je vous ai évoqués précédemment. Masanori, Hideki et Shiyo. Ils reprenaient toujours les autres quand ces derniers évoquaient mes origines pour se moquer, sous-entendant qu'un Coréen n'avait pas sa place au sein du lycée. Et le fait que j'étais apprécié des professeurs qui, eux, n'avaient pas la même mentalité et que j'avais de très bonnes notes, ça a accentué cet effet de rejet automatique de leur part me concernant. Une jalousie aux effets néfastes, que mes amis combattaient fermement, montrant une amitié à toute épreuve. Pour Shiyo, c'était un peu plus que de l'amitié en fait. Il s'était établi une vraie alchimie entre nous. On est très rapidement passé du stade d'amis à celui de confidents, de frères et sœurs, puis quelque chose de plus intime. Même si on n'a jamais pu s'avouer officiellement les sentiments qu'on éprouvait l'un pour l'autre. Une situation dont se servait Masanori Hideki pour nous lancer des piques,
demandant les dates du mariage ou si on avait choisi un prénom pour notre futur enfant. Ce genre de petites blagues puériles, mais qui montraient à quel point ils étaient heureux de notre relation et aimeraient qu'on passe le cap de la simple fraternité à celui de couple à part entière. Mais Shio et moi, on était vraiment pareils. Niveau timidité, on n'était pas mieux l'un que l'autre. Ce qui, je crois, désespérait nos deux chers compagnons inséparables. Ils avaient beau tenter toutes sortes de stratagèmes pour nous laisser en tête-à-tête et nous obliger à nous avouer notre attirance l'un pour l'autre, ça se soldait toujours par un retour à la case départ. De vrais agents d'entreprise matrimoniale, ces deux-là. Ils nous comparaient à ces héros de manga qui mettent plusieurs saisons avant de s'avouer qu'ils s'aimaient, se fuyant constamment, alors qu'ils se dévorent des yeux à chaque épisode. Je dois avouer que cette image, c'était exactement ça entre Shio et moi. Ce n'est pas qu'on n'avait pas envie de passer ce cap en fait. Je pense au contraire, aussi bien moi qu'elle, qu'on craignait que si ça ne marchait pas, qu'on en vienne à briser notre amitié à cause de ça. Du coup, on n'avançait pas, sentimentalement parlant. Pour ne rien arranger, le petit frère de Shio m'aimait beaucoup lui aussi. Et à la différence de nos deux compères habituels, était nettement plus franc dans ses propos. Il n'hésitait pas à demander pourquoi on ne s'embrassait jamais, ou quand je viendrais dormir dans sa maison, dans le lit de sa sœur. Des moments, vous l'imaginez bien, qui nous mettaient dans un état de gêne extrême, et provoquaient l'hilarité de Masanori Hideki, qui entrait dans des fous rires incontrôlés dans ces moments-là. Quand on a décidé de se rendre à l'Halloween Pumpkin Parade, je voyais qu'ils se préparaient à une nouvelle séance de phrases, leur déclenchant de nouvelles larmes de rire. C'était limite s'ils n'avaient pas emmené un gobelet de popcorn pour encore mieux apprécier les nouvelles répliques cultes de Shigeo, le frère de Shio. Finalement, ils ont été assez déçus de constater que celui-ci s'est tenu tranquille à ce niveau pour une fois. Je soupçonnais que Shio lui avait fait la leçon en privé et lui avait demandé de ne plus la mettre dans l'embarras devant moi. Et plus encore en présence de nos deux trublions d'amis. D'autant que les parents de Shio et Shigeo étaient là eux aussi. Il était évident qu'elle avait dû renforcer les recommandations de garder ses questions pour lui pour qu'elle n'ait pas la honte de sa vie devant leurs parents. Je commençais à bien connaître ces derniers, ayant été invité plusieurs fois à dîner, à la demande de la mère de Shio. Je savais que ça les amuserait plus qu'autre chose également, et je restais persuadé qu'eux aussi n'attendaient que ça qu'on se décide à nous déclarer en couple. Mais aussi bien elle que moi, on ne voulait pas précipiter les étapes, et on préférait y aller doucement. Quoi qu'il en soit, après la fin du défilé, au vu de l'heure tardive, les parents de Shio ont emmené le petit Shigeo avec eux pour le coucher, laissant notre petit groupe profiter des festivités d'Halloween. Il faut savoir qu'au Japon, à l'opposé des autres pays le fêtant, Halloween est pratiquement réservé aux adultes. En dehors de la Pumpkin Parade d'Harajuku et son défilé de costumes où sont conviés les enfants, tout le reste constituant Halloween a été adapté à la culture japonaise. Le principe du trick and treat, par exemple, avec son cortège d'enfants costumés et cognant à la porte des maisons pour obtenir des friandises, n'existe pas au Japon. Le peuple du soleil levant est bien trop respectueux de ses voisins pour perturber la tranquillité des familles dans leur foyer le soir. Tout ce qui est lié à Halloween est donc l'apanage des adultes. Que ce soit les soirées s'éternisant tard dans la nuit, les films d'horreur, les farces macabres, les décorations dans les vitrines des commerces et même à l'intérieur des bureaux d'entreprise, tout est directement adressé aux adultes. À noter qu'au Japon, les festivités d'Halloween ne se limitent pas au jour J. Chaque vendredi et samedi de la fin du mois d'octobre est l'occasion de fêter cet événement devenu une institution dans le pays, bien qu'elle ne fasse pas partie du patrimoine culturel traditionnel. Les Japonais se sont totalement réapproprié cette fête en la modelant à sa propre culture, ce qui en fait un événement très attendu chaque année et faisant suite au festival Obon, célébrant les morts au mois d'août dans la péninsule. Un rituel bouddhiste venu de Chine. On dit qu'à cette date, les ancêtres reviennent sur Terre pour rendre visite aux vivants, un peu comme la fête des morts au Mexique. La célébration dure plusieurs jours et se déroule à différentes dates suivant les régions. La période la plus courante est située du 13 au 15 août. Les familles se rendent dans les temples et sur les tombes des disparus pour rendre hommage aux morts. Associer l'Obon à Halloween semblait donc tout à fait logique pour les Japonais, avides de fêtes en tout genre chaque année, au même titre que Noël et la Saint-Valentin. Autres traditions occidentales qui, là aussi, ont été adaptées à la culture japonaise, en modifiant ces règles dans un esprit purement commercial, débarrassé de leur représentation d'origine.
Pour en revenir à mon histoire, une fois que les parents de Shio furent repartis avec Shigeo, lançant celui-ci face à un énorme câlin à sa sœur, et lui demandant de tout lui dire de ce qu'on allait faire le lendemain, promesse que ne manqua pas d'indiquer Shio à son petit frère, on s'est concerté pour savoir comment continuer la fête d'Halloween. Masanori a alors parlé d'un circuit en train particulier. La gare de Shibuya était proche. Et ayant les horaires du circuit en poche, il nous indiqua qu'on devait se dépêcher pour ne pas manquer le train. Il précisa que ce dernier tournait tout autour de Tokyo toute la nuit, jusqu'au petit matin, avec à son bord des dizaines d'animations de toutes sortes pour la fête d'Halloween. L'intérieur du train était décoré pour la circonstance, et les wagons le composant avaient chacun leur particularité. L'un était une buvette constituée de cocktails et boissons personnalisés pour Halloween. 3 autres étaient dédiés à la musique. S'y rassemblaient des petits groupes et des idoles de la région, peu connues, interprétant des titres dans l'ambiance macabre de la fête. Un autre voyait son intérieur abriter un stand de maquillage. Et il y en avait 2 qui rassemblaient un concours de cosplay, spécial Halloween bien sûr. Un programme alléchant, et tout le monde approuva la proposition de Masanori. On devait se dépêcher pour ne pas louper l'horaire du train. Le temps qu'il fasse le tour de Tokyo, il faudrait attendre plusieurs heures avant son prochain arrêt à la gare de Shibuya. D'autant que, pour maximiser la fête à l'intérieur, les arrêts d'étape étaient très courts. On a couru le plus vite qu'on pouvait en direction de la gare proche, Shio m'ayant pris la main en souriant, ce qui m'avait surpris. C'était la première fois qu'elle faisait preuve d'une telle intimité de nos corps. J'y voyais une probable volonté de sa part de vouloir franchir une étape supplémentaire dans notre relation. J'étais heureux, comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. Cette soirée s'annonçait sous les meilleurs auspices. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était que la gare nageait dans un brouillard assez épais, gênant la vue des trains. La présence de cette brume était assez inhabituelle en ces lieux, et on s'est dit que ça rentrait bien dans le thème des festivités de ce jour, et que c'était peut-être dû à une machine à fumer à proximité, afin de rajouter à l'ambiance. On a eu un peu de mal à percevoir le train. On était un peu en avance, mais il était déjà à quai. Notre course effrénée avait eu du positif. On était épuisés, mais heureux de n'avoir pas loupé l'étape. On est alors entré dans le train sans savoir que notre soirée allait se diriger vers toute autre chose que ce à quoi on s'attendait. L'intérieur de ce train et surtout sa destination était bien différent de ce qui était prévu et vendu par Masanori. On venait à peine de pénétrer à l'intérieur quand une voix caverneuse annonçait le prochain départ. Jusque-là, rien d'anormal. Ça correspondait à l'atmosphère qu'on espérait. Ce sont plus les costumes des personnes présentes qui nous interrogeaient. C'était très étrange. Les cosplayers présents, les familles, étaient visiblement extrêmement doués dans la confection de leurs tenues au vu de la complexité de ces dernières. Et on avait l'impression qu'un thème précis avait été donné. Peut-être une consigne dont Masanori n'avait pas eu connaissance. On voyait bien que certaines personnes présentes nous regardaient d'un air curieux. Des enfants, costumés à la perfection eux aussi, nous pointaient du doigt, avant que leurs parents, leur disant que c'était très impoli de faire ça, les grondaient. Pour autant, ils ne nous prêtaient pas plus attention et on se sentait vraiment à part du lot. À dire vrai, je me suis senti vraiment mal à l'aise à ce moment. Et je pense que c'était le cas aussi pour mes amis. Shio serrait un peu plus ma main. Elle semblait encore plus angoissée que moi en voyant tous ces costumes étranges à la variété unique. Pour vous donner une idée, c'était un ensemble de masques atypiques, aux tailles diverses, avec des excroissances défiant toute logique vestimentaire. J'aurais payé cher pour savoir à ce moment comment leurs créateurs, leurs créatrices étaient parvenus à obtenir de tels effets. Des mentons surdimensionnés, des yeux rivalisant de perfection avec des animatroniques parmi les plus réalistes se trouvant au-dessus de têtes, ou comme fusionnés à des bras, des jambes, des torses, des dos. La nature de certains costumes en forme de corps m'intriguait. On n'avait pas l'impression que c'était des textures propres au latex, au silicone ou d'autres matières habituellement utilisées pour le cosplay, voire des productions cinématographiques ou télévisées représentant des monstres aussi improbables que variés. Il y en avait quelques-uns dans le lot que je pensais reconnaître, appartenant au folklore fantastique japonais traditionnel. Je reconnaissais un Tengu plus vrai que nature, un Kasaobake surprenant de réalisme, une tenue parmi celles qui me faisaient poser le plus d'interrogations sur sa confection, une Rokurokubi, dont le cou flexible de façon incroyable était très perturbant, ou encore une Futakoshi Onna, avec sa gueule béante et monstrueuse aux dents acérées, qui me fit glacer le sang. Tout ce qu'il y avait ici semblait être une véritable démonstration de savoir-faire en matière de cosplay que je n'avais jamais vu avant.
Et ce n'était que le début des surprises à l'intérieur de ce train. Dans les autres wagons, on a successivement été témoin de séances de maquillage, en tout cas, on supposait que c'en était, très déstabilisantes. Les cosplayers retiraient leurs yeux censés être factices sur des tables. Et les effets étaient tels qu'on ne voyait même pas leurs yeux normaux à la place des orbites laissées vides. C'était impressionnant et terriblement effrayant. Pourtant, j'étais habitué depuis longtemps à toute forme d'art horrifique, sans parler des films, qu'ils soient coréens, japonais ou issus d'autres pays du monde. Ailleurs, les cocktails proposés se composaient de fumée aux couleurs improbables, remplis d'organes semblant beaucoup trop réels pour me donner envie d'y goûter. Que ce soit des doigts, des lobes d'oreilles, des pupilles de yeux, des langues, il y avait une telle précision dans les détails que je me demandais quelle texture alimentaire les auteurs de ces boissons avaient bien pu utiliser. Quant aux artistes, musiciens et interprètes, leurs prestations étaient encore plus angoissantes. L'allongement des membres, censés n'être que des morceaux factices, se déplaçait sur des instruments avec une dextérité telle que les meilleurs musiciens feraient pâle figure s'ils se trouvaient en compétition avec eux lors d'un concours. On s'est regardés tous les quatre, et tous nous avions la même sensation de se trouver dans un autre monde. Tellement ces costumes trop réalistes nous mettaient mal à l'aise. Et il n'y avait pas que ça. Les décorations parsemant les murs et le plafond des wagons n'étaient pas en reste, niveau étrangeté et morbide. Sans se parler, rien que par le regard, on exprimait tous l'envie de partir de ce train vraiment trop bizarre. On appréciait Halloween, car ça faisait ressortir la peur des monstres en nous, cette petite adrénaline qui nous excitait en tant que fêtards de première. Mais là, c'était beaucoup trop poussé pour nous donner envie de nous joindre à l'ambiance. D'autant qu'on ressentait bien être observé à chacun de nos pas au sein de ce train terrifiant à plus d'un titre. Aussi bien moi que les autres, on n'attendait qu'une chose, que le train parvienne à une prochaine gare et qu'on profite de l'arrêt pour en descendre et partir le plus loin possible, afin de trouver un autre moyen de fêter Halloween, plus conventionnel. Mais plus le temps passait, moins on avait l'impression que ce train semblait vouloir s'arrêter quelque part. Masanori s'inquiétait. On aurait dû stopper depuis déjà 20 bonnes minutes, suivant les horaires du trajet qu'il possédait. Et pourtant, le train continuait de rouler. Mais il y avait autre chose. Le paysage à l'extérieur n'avait aucun sens logique. Plus aucune trace de Tokyo. Plus d'immeubles, de rues, de véhicules, de lumières d'enseigne. On était en pleine campagne. On a commencé à avoir très peur à ce moment. Où est-ce que ce train se rendait ? Le circuit était censé couvrir le tour de Tokyo. Rien n'était dit concernant un parcours hors de la métropole et se dirigeant vers la campagne. En plus de ça, Shio connaissait bien les alentours de la ville, tout comme Hideki, car ayant de la famille à l'extérieur, au sein de petits villages. Et il ne reconnaissait rien de ce qu'était le périmètre direct de Tokyo, quelle que soit la direction prise par ce train. Après plus d'une heure, celui-ci s'arrêta enfin. On était tellement en mode panique qu'on n'a pas cherché à savoir où on se trouvait, du moment qu'on sortait de cet endroit cauchemardesque. On commençait à se demander si les passagers de ce train étaient vraiment des as du cosplay, ou s'ils n'étaient pas de vrais monstres. Dès que les portes se sont ouvertes, on est sorti en tronc, bousculant les autres devant nous, qui ne manifestaient même pas leur colère, ce qui rajoutait encore plus à notre terreur. Mais une fois à l'extérieur, on a cru qu'on allait sombrer dans le désespoir. Rien de ce qu'on voyait autour de nous n'avait de sens. On n'était plus à Tokyo, c'était certain. On n'était même pas dans une région de campagne proche de la ville. En fait, on avait la nette impression d'être dans un autre monde. Derrière nous, les passagers riaient de concert, s'amusant de notre surprise de nous trouver en ces lieux. Devant nous, il y avait des sortes de grandes montagnes aux formes totalement illogiques, dont les cimes partaient dans différentes directions. Vu leur position, une montagne normale se serait écroulée sur place avec fracas. Mais pas celle-là. On voyait un ciel teinté de rouge, de noir et de blanc, sans nuages, et laissant apparaître des astres insensés par leur forme. Le sol était parsemé de petites créatures s'avançant vers nous, constituées de boules noires dotées de pieds, sans yeux, s'agglutinant à nos jambes. Shio, qui n'avait pas lâché ma main une seule fois depuis qu'on était monté dans ce train, hurlait en sentant ces bestioles venant en nombre. Masanori et Hideki se débattaient pour se débarrasser de cette horde miniature, et me regardaient, l'air plein de peur et de surprise à la fois.
Mais en fait, j'ai compris qu'il craignait plus le fait qu'aucune des créatures miniatures ne montrait l'intention de s'attaquer à moi. Shio et les autres étaient leur seule cible. Je n'osais pas bouger, tellement j'étais à la fois terrorisé et ne comprenant pas ce qui se passait. Pourquoi les créatures ne m'attaquaient pas? Est-ce pour ça qu'aucun de ces passagers, dont j'avais désormais la conviction de leur nature monstrueuse, n'avait manifesté aucun geste vindicatif à notre rencontre? Qu'est-ce que j'avais de plus que Shio, Masanori et Hideki n'avaient pas? Je voyais ces derniers être littéralement emmenés vers ce qui s'apparençait à des sortes de ruines, illuminées de toutes sortes de décorations, sans que je ne puisse rien faire. J'avais bien trop peur pour tenter de bouger le moindre de mes membres. Les rires s'intensifiaient. J'entendais des dizaines de pas passer à côté de moi, sans qu'aucune de ces créatures ne manifeste de signes de violence ou quoi que ce soit d'autre envers moi. Puis, je vis une silhouette au loin s'approcher peu à peu, alors que le cortège de créatures se dirigeait à son tour vers ces curieuses ruines pleines de lumière. Au fur et à mesure de son avancée, la silhouette montrait des traits plus distincts. Je finissais par reconnaître, pour l'avoir vu dans des livres traitant des yokai. Je commençais à comprendre où je me trouvais, et certains des passagers vus dans le train étaient des yokai eux aussi. Je ne connaissais pas tout le bestiaire du folklore japonais, mais j'étais désormais certain que l'intégralité des monstres du train étaient de la même nature. Finalement, la créature devant moi arrivait à mon niveau, avec son visage aux teintes bleutées, couvert de divers yeux sur toute la surface du visage, ses genoux arqués à l'envers de ceux d'un humain, ses 3 doigts de pied aux ongles levant vers le ciel de plusieurs centimètres de long, et ses bras garnis de pointes. Sans s'oublier ses mains munies de griffes, composées elles aussi de 3 doigts, et une queue qui battait l'air, partant de son dos. Le roi des yokai. J'étais sûr de ne pas me tromper. J'ai la nette impression que tu sais qui je suis, Hajun. Cela me facilite la tâche. J'ai horreur de toute cette présentation dont vous êtes friands, vous, japonais. Je parvenais à sortir de ma torpeur afin de répondre au roi. Je ne suis pas japonais. Je suis coréen. Et pourquoi sommes-nous ici, mes amis et moi? Pourquoi je suis le seul à ne pas avoir été entraîné vers ces ruines? Qu'est-ce que je suis pour vous? La créature souriait, semblant satisfaite de mes questions. Tu t'interroges sur ton rôle dans tout ça. C'est légitime. Par quoi puis-je bien commencer? Voyons. Ta naissance, peut-être. Oui, on va commencer par ça. Vois-tu, Hajun, tu n'es pas humain. Tu es un hybride. Né de mon amour avec ta mère, il y a bien longtemps. Mais elle n'a jamais su ce que j'étais, je te rassure. Et encore moins qu'elle a trompé son mari. Je vais t'expliquer. J'aime beaucoup le monde des humains. Ça me change des paysages mornes dont je suis le souverain. Tu peux le voir par toi-même. Il n'y a rien de bien attrayant dans notre monde. Mis à part nos montagnes peut-être et les différentes distractions de mon palais, situé à son pied, de l'autre côté des pics que tu vois en ce moment. Le roi s'approchait de moi, caressant mes joues, observant mes yeux. Tu es magnifique. Tu n'as pas encore muté à ce que je vois. L'iris de tes yeux est encore vierge de toute forme de ce qui composera ton corps. Mais ça viendra. Je sens déjà les pupilles qui poussent sous ta peau. Ce ne sont encore que des embryons, mais elles évoluent. Touchant la peau de mes bras, puis mes mains, j'entends le développement de tes pointes également. Elles sont toutes prêtes à montrer leurs cimes très bientôt. Pour tes mains, en revanche, je pense que tu n'auras pas la chance d'avoir les mêmes que ton illustre père, à savoir moi. Dommage. En même temps, mon fils devait d'être à part. Tu seras le seul de ma race à avoir 5 doigts. Venez-en au fait. Comment pourrais-je être votre fils? C'est impossible. Ma mère se serait rendue compte du subterfuge. Elle aurait eu des souvenirs d'avoir couché avec une monstruosité telle que vous. Tu es dur avec ton cher père, mais je te pardonne. Quand tes attributs se montreront à toi sans que les autres humains le voient, tu comprendras que tu es bien mon fils. Le mélange d'un yokai de haute lignée avec une simple humaine. Mais où en étais-je? Ah oui, ma rencontre avec ta mère. Vois-tu, je suis assez difficile en matière de femelles. Je ne suis pas très attiré par les yokai pour le sexe. Mais à part quelques exceptions. Étant roi, je fais un peu ce que je veux. Il n'y a pas de reine attitrée, car je ne suis pas friand de la fidélité.
j'aime changer. Et j'adore forniquer avec des humaines. Évidemment, je ne peux pas me montrer à elles sous ma vraie forme, pour les raisons que tu devines. Tout comme je masque ma nature aux humains. Toi aussi, tu auras cette faculté. Comme la plupart des yokai, d'ailleurs. Il lâchait mes bras, revenait en arrière. Quand j'ai vu ta mère, je suis tombé raide dingue d'elle. Rarement vu d'humaine aussi attirante. Je me devais de l'ajouter à mon long tableau de chasse. Mais, crois-moi ou non, parmi toutes les femelles humaines que j'ai prises, ta mère reste l'une de mes préférées. Et j'ai pris la place de ton père à de nombreuses reprises. J'écarquillais les yeux, commençant à comprendre. Vu ton regard, tu as deviné, n'est-ce pas? Oui. J'ai pris l'apparence de ton père, le plongeant, lui, dans une dimension prison, un endroit où le temps n'existe pas. Une faculté qui m'est propre. Tu ne pourras pas en bénéficier, désolé. Et j'ai aimé ta mère, Arjun, un grand nombre de fois. Quand les germes de ton être sont nés en elle, je les ressentis immédiatement. Mais il m'était difficile de me montrer à toi sans que tu y sois préparé. D'autant qu'il y a eu un petit souci. Ton frère. J'ignore comment ni pourquoi, mais il pouvait voir ma vraie apparence. Et un jour, alors qu'une nouvelle fois j'avais envoyé ton père dans la dimension prison, et m'apprêtais à honorer ta mère, il a joué les troubles fêtes. J'ai dû sévir. Je l'ai tué. Et j'ai fait passer sa mort comme le résultat d'un affrontement avec un gang, après avoir transporté son corps dans une petite ruelle. Quoi? Vous avez tué mon frère? Simplement parce qu'il vous voyait? Alors, la douleur de ma mère, le fait qu'elle a failli sombrer dans la folie, c'est votre faute? Vous êtes un monstre? C'est le mot que tu voulais employer. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas pire que tous les humains tuant pour le plaisir, sans raison aucune. Moi, j'ai fait ça pour protéger mon existence. Et ton frère menaçait tout ça. Le roi s'arrêtait un instant, ses horribles mains dans le dos, semblant m'observer, avant de se rapprocher à nouveau de moi. Ça, c'est pour ta naissance. Sache que j'ai suivi ton évolution toute ta vie. Je n'en ai pas manqué une miette. Et il y avait un autre problème qui s'annonçait. Tes amis. Quand l'époux de ta mère a décidé de venir au Japon, c'était une bonne chose. Ça m'arrangeait, sachant la réticence de ce peuple envers les Coréens. Car on croit que les yokai n'officient qu'au Japon, mais c'est une idée reçue. Mes sujets sont partout dans le monde. Nous n'avons pas de pays d'attache, mis à part notre monde d'origine, celui que tu vois actuellement. Il stoppait à nouveau son avancée, se plaçant face à moi. Le fait que tu sois mis à part, ça me laissait le champ libre pour me rapprocher de toi, dès que les signes de ton appartenance au yokai se seraient manifestés. Désolé, il m'était plus aisé de m'incruster dans ta vie, sous une autre apparence, comme je l'ai fait avec ta mère. Ainsi, petit à petit, je t'aurais dit la vérité sur toi. Je t'aurais fait accepter ce que tu étais, te montrant les preuves de ta nature. Mais tu t'es fait des amis sincères, et même une petite amie qui se rapprochait de plus en plus de toi. Je ne pouvais pas laisser faire ça. C'est pour ça qu'on est ici? Pour me séparer de mes amis? Tu as tout compris. Un de mes yokai s'est arrangé pour que Masanori ait connaissance du circuit du train d'Halloween. Je parle du vrai circuit, bien sûr. Un yokai qui, lui, peut agir sur les éléments naturels. Il a fait en sorte qu'un coup de vent fasse venir à ton ami un flyer du circuit, un peu avant Halloween. Je l'avais étudié, lui aussi, et je savais qu'il ne manquerait pas d'avoir l'idée de faire le circuit avec ses amis chers. Après ça, il a suffi d'affréter ce train, superbe réplique d'un modèle humain, à la gare de Shibuya. C'était la plus logique, vu que je savais que vous alliez participer à la Halloween Pumpkin Parade d'Harajuku. Le brouillard, il est dû à un autre yokai, spécialiste de ce type de phénomène. Il s'en sert pour tuer ses proies. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il reprenait son approche vers moi, se positionnant plus près, me fixant dans les yeux. Ainsi, ne voyant pas les détails du train, pas parfait, il faut l'avouer, vous êtes entré. Autre chose. Halloween est très important pour nous, yokai. C'est le jour où nous pouvons rencontrer d'autres créatures d'autres dimensions. Les fantômes, les Onryo, les Oni. Et ce jour-là, on fait la Nouba. Comme vous, les humains. Sauf que nos festivités sont un peu différentes des vôtres.
On a l'habitude de faire un petit rituel nécessitant de découper des humains. Non consentant, évidemment. Sinon c'est moins drôle. Et tes amis vont servir à nous divertir cette année. On les met sur une petite esplanade. Et tour à tour, chaque yokai, chaque onryo, chaque oni s'amuse à prélever un petit morceau d'eux. Bien sûr, il faut faire durer le plaisir. Alors, on commence par des parties non vitales. Et on augmente progressivement le degré de souffrance de nos invités. C'est très distrayant. Ordure. Je ne veux pas être comme vous. Je refuse. Rendez-moi mes amis. Ah ça, ce n'est pas possible. La fête a déjà commencé. Tu n'entends pas ? Et effectivement, j'entendais au loin des cris de terreur. J'entendais la voix de Masanori, d'Hideki, de Shio. Et je ne pouvais rien faire. J'étais toujours immobilisé, devant attendre le bon vouloir du roi des yokai de me libérer. Bon, ce n'est pas tout ça, mais ton rôle ici touche à sa fin. Ah, dernier détail. Le monde des yokai est au cœur d'un immense kekai, un champ de force qui ne peut être ouvert que par l'un de nous, par l'intermédiaire d'un véhicule. En l'occurrence, ce train. Quand il a quitté la gare de Shibuya, il a ouvert le kekai, se propulsant très rapidement dans ce monde. Ce que vous avez vu, toi et tes amis, à travers les fenêtres du train en route, mais tu l'avais déjà compris, c'était déjà notre monde. Maintenant, tu vas retourner dans ce train, et le laisser te conduire dans le sens inverse. Tu vas retourner chez toi. Tu peux parler de tout ça si tu veux, aucune importance. Aucun humain ne te croira. Le jour viendra où on se reverra, où tu n'auras pas le choix que d'accepter ce que tu es. Mais en attendant, nous devons nous séparer. Je te dis à très bientôt, Hachun. Attendez. Je ferai ce que vous voudrez, mais libérez mes amis. Libérez Shio. Je vous en prie. Ce sont mes seuls amis. Les seuls qui m'ont accepté au Japon. Sans eux, je serais seul. Mais le roi des yokai fit mine de ne pas m'entendre, pendant que je voyais les mêmes créatures ayant emmené mes amis apparaître, sortant du sol, me soulevant et me faisant me diriger vers le train, où je fus littéralement jeté à l'intérieur. Une fois dedans, les portes se fermèrent et le train démarra aussitôt. J'étais en larmes, essayant de me persuader que tout ceci n'était qu'un rêve, un cauchemar même, que j'allais me réveiller dans mon lit, riant d'avoir cru que tout ce que j'avais vécu était réel. Je me suis pincé plusieurs fois et je devais me rendre à l'évidence. Ce n'était pas un rêve. Rien n'avait changé autour de moi, et à part l'absence des passagers, ces yokai. J'étais le fils du roi. Mais je ne voulais pas de ce rôle. Je voulais que mes amis reviennent. Le voyage du retour a été plus rapide que l'aller, et en un peu moins d'une heure, j'étais de retour à la gare de Shibuya. Je ne voulais pas descendre. Je voulais repartir là-bas, libérer mes amis, même si je ne savais pas comment faire, ni s'ils étaient encore en vie. Si ce rituel horrible dont ils étaient le centre d'attraction était achevé, ou s'il était destiné à s'établir des heures durant, augmentant leur souffrance. En fin de compte, leur douleur, c'était à cause de moi qu'ils devaient la supporter. À cause de moi s'ils étaient montés dans ce train. À cause de moi. Parce qu'ils avaient commis l'erreur d'être mes amis. J'ai fini par être jeté à l'extérieur. Le plancher s'est mis à s'onduler, se soulever et me projeter au dehors. L'action d'un autre yokai sans doute, chargé de veiller à ce que je quitte le train et revienne à mon quotidien. Une fois rentré chez moi, je me suis muré dans le silence. Mon père me demanda si ma soirée d'Halloween s'était bien passée, si Shio et moi on avait avancé dans notre relation. Je n'ai rien dit. Je suis monté dans ma chambre, je me suis allongé sur mon lit, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mon père a tenté d'en savoir la raison. J'ai été odieux avec lui, lui disant de se mêler de ses affaires. Ma mère a voulu prendre la suite, mais j'ai été tout aussi catégorique. Je voulais qu'on me laisse seul. Je me suis calmé peu à peu les jours suivants, conscient que je ne pourrais pas changer les choses. Les policiers sont venus me poser plein de questions sur Masanori, Hideki et Shio. Si je savais où ils se trouvaient, ce qu'on avait fait cette nuit-là. J'étais encore sous le choc. Je ne pouvais rien dire. Mes parents ont alors contacté des psychiatres, des médecins et même un bonze, persuadés que j'avais été possédé par un esprit malin expliquant mon état et mon comportement. J'ai fini par expliquer mon histoire,
On m'a désigné comme psychologiquement perturbé. Les corps de mes amis n'avaient pas été retrouvés, et la police pensait qu'ils avaient été enlevés par des fanatiques ayant profité de la nuit d'Halloween pour faire leurs courses, sacrifiant mes amis au nom d'un culte quelconque, et que, sans qu'ils sachent pourquoi, ils m'avaient épargné. Le traumatisme de voir mes amis sacrifiés sous mes yeux ont causé le délire que j'avais expliqué aux différents médecins m'ayant parlé. J'ai fini par ne plus vouloir rien dire, vu que personne, pas même mes parents, ainsi que ma sœur, ne me croyait, et pensait que j'étais devenu fou. Ma sœur, qui était amie avec Shio, pense même que c'est moi qui l'ai tué, que j'ai balancé son corps quelque part avant d'être atteint d'amnésie. Elle pense que mon histoire est un mélange de faits réels auxquels j'ai rajouté des éléments fantastiques pour justifier les meurtres de mes amis, car je ne parviens plus à faire la distinction entre mon imagination et la réalité. Voilà, vous savez tout. Je vous ai dit tout ce qui s'est passé, et j'espère ne plus être obligé de le dire. Je suis fatigué de tout ça. De toute façon, vous pensez sûrement comme les autres. Je suis un fou, ayant oublié des actes horribles dont je suis peut-être responsable, ou l'ayant laissé faire par des complices. J'ai entendu des tas de théories différentes. J'en ai marre de dire qu'aucune n'est vraie, et que je dis la vérité. Non, détrompe-toi, Jun. Je te l'ai dit, je ne te jugerai pas. Ton histoire, moi, j'y crois. Si vous vous moquez de moi en faisant semblant de me croire, avant de dire à mon père que je devrais être enfermé rapidement, je vous préviens, je suis pas d'humeur. Non, Jun, je te promets. Regarde-moi. Regarde mes yeux. Et tu sauras que je ne te mens pas. Tu sauras qui je suis et pourquoi je te crois. Mais dis-moi, les pointes de tes bras. Est-ce que tu veux que je commence à t'enseigner comment t'en servir, ou tu préfères attendre encore un peu, mon fils ? Le Japon est un pays peuplé de mystères centré autour de créatures toutes plus fantastiques les unes que les autres. Et parmi celles-ci, les yokai représentent la majorité des contes et légendes du pays du soleil levant. Allant de formes humaines à d'autres plus absurdes, défiant la logique anatomique et même physique, ces créatures ont toutes des particularités bien précises, ainsi que des histoires expliquant leur forme et leur naissance. Un grand nombre voient leurs origines à l'époque féodale du pays, à une époque où les divinités millénaires possédaient des représentants dans chaque province, afin de veiller à ce que les traditions les honorant soient respectées. Des sortes d'émissaires chargés de surveiller les faits et gestes des humains. S'ils respectaient les temples dédiés aux dieux et déesses, s'ils recouraient à la prière, donnaient des offrandes et prenaient soin des richesses offertes par la nature. Des représentants à l'image de ce qu'ils se devaient de faire respecter, tous leurs formes et leurs aspects très différents les uns des autres, suivant la région qui leur avait été affectée et la mission qui leur avait été confiée. Avec les siècles, de nombreux autres yokai ont vu leur importance diminuer ou augmenter au gré des divinités, mais aussi de l'intérêt des hommes pour ces émissaires. À cause du rejet du rôle de certains yokai par les hommes, ou parce qu'ils ont été destitués de leurs fonctions par les dieux et déesses, le principe de non-agression envers les humains, sauf en cas de grave affront à l'encontre de la représentation des divinités japonaises, les tout-puissants kami, reliés très souvent aux forces de la nature, ce principe de ne pas s'en prendre aux humains, disais-je, a perdu de sa valeur. Déçus d'avoir été reniés par leurs maîtres, les kami, certains yokai ont commencé à s'accaparer des territoires en devenant des gardiens agressifs et n'hésitant pas à tuer. D'autres se sont contentés de faire des farces, toujours dans l'esprit de montrer leur mécontentement aux dieux ou aux hommes, ne les considérant plus autant qu'au temps de leur apogée. C'est pourquoi aujourd'hui encore les yokai ont autant de leurs membres dangereux que pacifiques, suivant la faute dont ils se sont sentis victimes par le passé. Pour autant, ils restent respectés malgré leur aura parfois vile et vindicative, et les japonais savent qu'il n'est pas bon s'opposer au bon vouloir d'un yokai, et encore moins de pénétrer sur un de leurs territoires dédiés sans leur consentement. Comme c'est le cas pour des sanctuaires abandonnés par exemple. Les yokai sont craints quels qu'ils soient, même si leurs formes peuvent parfois prêter à sourire pour nous occidentaux. Le rôle et la relative dangerosité de ces yokai est pris très au sérieux pour un grand nombre d'habitants du Japon. Souvenez-vous-en si vous vous rendez dans ce pays et que vous vous retrouvez être la cible de l'un d'entre eux pour une faute de votre part à leur rencontre. Pas sûr qu'un japonais accepte de vous aider. Pas forcément parce qu'il craint de se confronter à un yokai à proprement parler, mais parce qu'il se rangera toujours du côté de ces créatures en apprenant que vous avez manqué de respect à l'une de ces figures du folklore national japonais. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.